Mon sujet aujourd'hui est le cadre conceptuel de l'IASB. À rappeler que l'IASB veut dire International Accounting Standards Board. C'est le comité de normalisation comptable international ou, si vous voulez, le comité des normes internationales. Cette capsule traite les objectifs de l'IASB, les procédures d'élaboration des normes par l'IASB, ensuite les normes élaborées par l'IASB et enfin le cadre conceptuel de l'information financière. L'IASB est composé actuellement de 14 membres d'origines géographiques diverses. 4 européens, dont le président Hans-Holger Vogt, élu depuis 2011, 4 de la région Asie-Océanie, 4 membres des Amériques, 1 d'Afrique et 1 nommé de n'importe quelle zone pour maintenir un certain équilibre géographique. Les objectifs de l'IASB sont développer dans l'intérêt général un ensemble unique des normes d'information financière de haute qualité, compréhensibles, applicables et universellement acceptées. Ces normes doivent exiger des informations transparentes et comparables dans les états financiers, et ce, pour aider les utilisateurs d'informations financières dans leur prise de décision économique. L'objectif de l'IASB aussi est de promouvoir l'utilisation et l'application rigoureuse des normes IFRS, ainsi que faciliter l'adoption des IFRS à travers la convergence entre les normes comptables nationales et les IFRS. Je voudrais maintenant continuer avec les procédures d'élaboration des normes. La première étape est la consultation du programme. Tous les 5 ans, l'IASB mène un examen et une consultation pour définir les priorités internationales en matière d'établissement des normes et élaborer son plan de travail. Donc, cette étape consiste à identifier les thèmes, en discuter en réunion, former une équipe et élaborer un programme de recherche. La deuxième étape consiste à publier un document de discussion, discussion paper, pour appel à commentaires. Ce document expose les idées proposées par l'IASB, à savoir le thème, les enjeux, l'approche, les solutions possibles. Ensuite, l'IASB organise des sessions et sollicite les commentaires du public. À partir du feedback du public concerné, si l'IASB trouve suffisamment de preuves de l'existence d'un problème de comptabilité et ce problème est suffisamment important pour justifier la modification d'une norme ou l'élaboration d'une nouvelle norme, c'est dans ce cas que l'IASB commence à établir ou modifier des normes, qui est la troisième étape, programme d'élaboration des normes. Dans cette troisième phase, si l'IASB décide de modifier une norme ou d'en publier une nouvelle, elle examine ce qu'on appelle discussion paper et propose des modifications ou des normes pour résoudre les problèmes cernés. Ces propositions sont publiées dans une e-bouche appelée Exposure Draft ou bien exposé sondage, enfin de consultation publique. Toutes les parties intéressées sont appelées à commenter ce projet dans une durée fixée dans l'Exposure Draft. Après prise en compte des feedbacks, la publication de la nouvelle norme ou la modification d'une norme doit être approuvée par au moins 9 voix sur 14, vu que l'IASB est composé de 14 membres. Ce processus prend approximativement 2 ans pour une norme. La dernière étape, après qu'une norme IFRS est émise, le staff de l'IASB vont tenir des réunions régulières avec les parties intéressées pour aider à comprendre les problèmes liés à la mise en œuvre. En cas de difficulté, le comité d'interprétation, IFRS Interpretation Committee, peut décider de créer une interprétation IFRIC de la norme. Après quelques années d'utilisation de la nouvelle norme, l'IASB peut entreprendre des études complémentaires afin d'examiner l'application de l'IFRS.
s'il y a des changements dans l'environnement de l'établissement des états financiers, par exemple. Si la norme atteint son objectif, dans le cas contraire, ces modifications devraient être envisagées. Ceci nous amène à aborder le troisième point qui est les normes de l'IASB. Rappelez que les normes de l'IASB sont appelées depuis 2002 IFRS, lesquelles désignent à la fois les normes IAS existantes et les nouvelles normes. Les normes IFRS sont élaborées pour s'appliquer aux états financiers individuels et consolidés de toutes les entités à but lucratif et non lucratif, quel que soit leur secteur d'activité. Au nombre de 58 normes à ce jour, 17 d'entre elles ont cependant été abrogées, mais leur numéro n'a pas été réutilisé. C'est pourquoi, par exemple, on ne trouve pas IAS 3, IAS 4, IAS 5, IAS 6. Les normes de l'IASB comprennent généralement les rubriques suivantes. Objectif de la norme, le champ d'application de la norme, les développements spécifiques, informations à fournir, dispositions transitoires, date d'application et les annexes. L'ensemble de ces normes peut être classé comme suite. À titre indicatif, on a les normes cadres relatives à la présentation comme l'IAS 1, l'IAS 7, autres relatives à l'évaluation, à l'information et aussi celles relatives au regroupement. Puis, on a des normes spécifiques qui sont plus techniques portant sur les stocks, les provisions, les amortissements, les contrats de location, etc. Et on a des normes dites normes métiers qui concernent certains secteurs d'activité comme le secteur agricole et le secteur des assurances. Je voudrais maintenant parler d'un point très important qui est le cadre conceptuel de l'information financière. Pourquoi un cadre conceptuel? De nombreuses entreprises établissent et présentent des états financiers à l'usage d'utilisateurs externes. Bien que ces états financiers puissent apparaître similaires de pays à pays, il existe des différences dont les causes sont probablement à rechercher dans les principes comptables fondamentaux qui sont utilisés pour bâtir ces états. C'est pourquoi les normalisateurs américains d'abord, puis les normalisateurs de l'IASB, dans les années 80, se sont imposés à bâtir un cadre conceptuel précisant les principes comptables fondamentaux sur lesquels se sont bâties les normes. Le cadre de préparation et de présentation des états financiers, qui avait pour mission de fixer les concepts sous-jacents à l'élaboration des états financiers. Ce cadre conceptuel a été révisé en 2010, puis en 2016. Il comprend 8 chapitres. Il traite de l'objectif de l'information financière, des caractéristiques qualitatives de l'information financière, les états financiers, les éléments des états financiers, de la comptabilisation et la décomptabilisation, de l'évaluation, de la présentation et information à fournir, et les concepts de capital et du maintien du capital. Alors, le premier chapitre traite de l'objectif de l'information financière à usage général. Selon le paragraphe 1.2 du cadre conceptuel, l'objectif de l'information financière est de fournir des informations utiles aux investisseurs, aux prêteurs et aux autres créanciers, afin d'aider ces derniers dans la prise de décision concernant l'achat, la vente ou l'obtention de crédit. Par contre, les objectifs des états financiers peuvent être divers. On pourrait très bien concevoir des cadres conceptuels différents en fonction des utilisateurs des états financiers. Par exemple, un cadre bâti en fonction des besoins des investisseurs ne fournirait pas les mêmes bilans et comptes de résultats qu'un cadre bâti en fonction des besoins de l'administration fiscale. On est bien d'accord. Ce chapitre aussi spécifie que les états financiers sont fondés sur des estimations, du jugement et des modèles. Sont ensuite analysées les informations relatives à la situation financière, la performance financière, les flux de trésorerie et la variation des capitaux de l'entité. Le chapitre 2 du cadre conceptuel traite des caractéristiques qualitatives de l'information financière. Ces caractéristiques déterminent l'utilité des informations contenues dans les états financiers. Elles peuvent être subdivisées
en caractéristiques qualitatives fondamentales et caractéristiques qualitatives auxiliaires. Pour les caractéristiques qualitatives fondamentales, le cadre conceptuel en distingue deux, à savoir la pertinence, relevance et la fidelity, faithful representation. Donc, pour que l'information financière soit utile, elle doit posséder ces caractéristiques qualitatives essentielles. Commençons par la première caractéristique qui est la pertinence. On dit que l'information financière est pertinente si elle est susceptible d'influencer les décisions prises par les utilisateurs. Une information financière est pertinente si elle a une valeur prédictive ou valeur de confirmation ou les deux à la fois. Valeur prédictive, c'est-à-dire elle peut être utilisée comme une donnée pour prédire les résultats futurs. Valeur de confirmation, c'est-à-dire elle confirme ou modifie des évaluations précédentes. Par exemple, des données sur des produits réalisés peuvent être utilisées comme base pour la prévision des recettes de l'année à venir. Ils peuvent également être comparés avec les prévisions des recettes des années précédentes. La deuxième caractéristique qualitative fondamentale, c'est la fidélité. L'information financière doit donner une image fidèle des phénomènes économiques qu'elle est censée représenter. Pour donner une image fidèle, une représentation doit posséder trois caractéristiques. Elle doit être exhaustive, neutre et exempte d'erreur. Exhaustive, c'est-à-dire comprenant toutes les informations nécessaires pour comprendre les faits présentés. Neutre, c'est-à-dire l'absence de parti pris dans la présentation de l'information financière. Exempte d'erreur, tout simplement pas d'erreur ou d'omission dans la présentation de l'information financière. Pour les caractéristiques qualitatives auxiliaires, le cadre conceptuel en distingue quatre. La première, c'est la comparabilité. L'information financière est utile si elle peut être comparée à des informations similaires d'autres entités ou sur la même entité pour une autre période. La deuxième caractéristique auxiliaire, c'est la vérifiabilité, qui permet de s'assurer que l'information représente l'image fidèle des phénomènes économiques qu'elle prétend représenter. La vérification peut être directe ou indirecte. Par vérification directe, on entend la vérification d'un montant par observation directe en comptant par exemple la liquidité. La vérification indirecte consiste à contrôler les entrées d'une formule ou modèle et à recalculer les sorties. Par exemple, la vérification de la valeur comptable des stocks en vérifiant les quantités et les coûts d'entrée, en recalculant le stock final, en utilisant bien évidemment la même méthode, par exemple FIFO. La troisième caractéristique auxiliaire, c'est la rapidité, qui répond au besoin de rendre l'information accessible aux décideurs avant qu'elle perde sa capacité d'influencer leurs décisions. En général, plus l'information est ancienne, moins elle est utile. Toutefois, certaines informations peuvent demeurer opportunes longtemps après la fin d'une période d'établissement parce que, par exemple, certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'analyser les tendances. La dernière caractéristique, c'est la compréhensibilité, qui permet aux utilisateurs d'en comprendre la signification. L'information est compréhensible si elle est classée, définie et présentée de façon claire et concise. Donc, en tout, on a 6 caractéristiques qualitatives de l'information financière, dont 2 fondamentales et 4 auxiliaires. Alors, le troisième chapitre, c'est les états financiers et l'entité comptable. Ce chapitre précise que l'objectif des états financiers est de fournir des informations sur les actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges de l'entité qui sont utiles pour les utilisateurs des états financiers afin de leur permettre d'évaluer les perspectives des flux de trésorerie net futurs et d'apprécier la gestion de ces ressources. Les états financiers sont constitués d'un état de la situation financière et un ou des états de la performance financière
et de notes annexes. Les actifs, les passifs et les capitaux propres sont comptabilisés dans l'état de la situation financière, tandis que les produits et les charges le sont dans l'état ou les états de la performance financière. Le quatrième chapitre du cadre conceptuel de l'information financière traite les éléments ou bien les composantes des états financiers. L'objectif de ce chapitre est de fournir des définitions sur les différents éléments des états financiers, tels que les actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges. Selon le cadre conceptuel, un actif est une ressource économique actuelle contrôlée par l'entité à la suite d'événements passés. Ressource économique, c'est-à-dire susceptible de produire des avantages économiques. Un passif est une obligation actuelle de l'entité de transférer une ressource économique à la suite d'événements passés. Aussi, les capitaux propres sont définis comme l'intérêt résiduel dans les actifs de l'entité après déduction de tous ses passifs. Les produits représentent les augmentations d'actifs ou les diminutions de passifs entraînant une augmentation des capitaux propres autres que celles relatives aux contributions des détenteurs d'actions. Par contre, les charges représentent les diminutions d'actifs ou les augmentations de passifs qui se traduisent par une diminution des capitaux propres, bien évidemment autres que celles relatives aux distributions aux détenteurs d'actions. Le cinquième chapitre traite la comptabilisation et la décomptabilisation des éléments des états financiers. La comptabilisation est définie dans ce chapitre comme le processus de saisie d'un objet qui répond à la définition d'un élément des états financiers, sous forme textuelle et avec un montant monétaire. Il est affirmé dans ce chapitre que seuls les éléments qui répondent à la définition d'un actif, d'un passif ou de capitaux propres doivent être comptabilisés dans l'état de la situation financière et que les éléments qui répondent à la définition de produits ou de charges doivent être comptabilisés dans l'état de la performance financière. La comptabilisation d'un élément doit respecter les critères suivants. Elle doit fournir aux utilisateurs des états financiers des informations pertinentes sur les actifs, les passifs, les produits, les charges, ainsi que la variation des capitaux propres. Elle doit fournir aussi une représentation fidèle de l'actif, du passif, des produits, des charges et de la variation des capitaux propres. C'est-à-dire, la comptabilisation d'un élément doit respecter les caractéristiques qualitatives fondamentales de l'information financière. La décomptabilisation est tout simplement la suppression de tout ou partie d'un actif précédemment comptabilisé ou d'un passif de l'état de la situation financière de l'entité. Le sixième chapitre traite l'évaluation des éléments des états financiers. On distingue deux modèles d'évaluation, modèle dit coût historique et modèle de réévaluation qui se base sur la valeur actuelle. L'évaluation au coût historique est une évaluation qui fournit des informations monétaires sur les actifs, passifs, produits et charges en utilisant des informations provenant de la transaction ou de l'événement qui les a créés. À noter que l'évaluation au coût historique ne reflète pas l'évolution des prix. Le deuxième modèle, c'est l'évaluation à la valeur actuelle qui fournit des informations monétaires sur les actifs, passifs, produits et charges en utilisant une information mise à jour pour refléter la situation à la date d'évaluation. Les bases d'évaluation à la valeur actuelle comprennent la juste valeur et la valeur d'utilité pour les actifs et la valeur de remboursement pour les passifs. Pour la juste valeur, à noter que l'IASB en mai 2011 a publié une norme générale sur la juste valeur. C'est l'IFRS 13, évaluation à la juste valeur. Cette norme définit la notion de juste valeur. Elle présente dans une seule norme un cadre pour évaluer cette juste valeur et indique les informations à fournir.
Pour l'IFRS 13, la juste valeur est le prêt qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. La valeur d'utilité pour les actifs est la valeur actualisée du flux de trésorerie que l'entité attend de l'utilisation continue d'un actif et de sa sortie à la fin de sa durée d'utilité. La valeur de remboursement des passifs est la valeur actualisée des flux de trésorerie que l'entité prévoit de consacrer à l'acquittement d'un passif. Donc la valeur d'utilité et la valeur de remboursement ne sont pas directement observables et sont établis au moyen de techniques d'évaluation fondées sur les flux de trésorerie. Donc pour récapituler, l'évaluation des éléments, pour évaluer les éléments des états financiers, on peut opter pour le cours historique ou bien la valeur actuelle. Pour la valeur actuelle, on distingue entre juste valeur et la valeur d'utilité pour les actifs et la valeur de remboursement pour les passifs. Le 7e chapitre du cadre conceptuel intitulé Présentation et informations à fournir. Dans ce chapitre sont présentés les concepts qui déterminent quelles informations doivent être incluses dans les états financiers et comment cette information doit être présentée et communiquée. Ce chapitre traite des objectifs et de la place des états financiers, de la présentation et des informations à fournir comme outils de communication, ainsi que des informations sur la performance financière. Le dernier chapitre porte sur le concept de capital et de maintien du capital. Le texte du cadre conceptuel de l'IASB se termine par la présentation du concept général de capital à travers deux notions, celle du maintien du capital physique et celle du maintien du capital financier. Ces concepts permettent d'expliquer la détermination du profit lorsque le montant des actifs nets à la fin d'une période dépasse le montant des actifs nets au début de la période. Donc voilà, je vous ai donné les principaux points de chaque chapitre du cadre conceptuel de l'IASB. J'espère que mon langage et ma méthode est relativement intelligible et compréhensible. Sur ce, j'espère vous retrouver.